Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence à cette formation avec Karen Pelloual aujourd'hui qui va nous parler Ishimoku. Donc dans un premier temps je vais tester le son. Est-ce que le son est bon? Donc est-ce que vous m'entendez correctement? Et alors on me dit que l'image et le son sont ok, donc parfait. Ok, c'est parfait, donc j'ai des confirmations. Donc nous allons débuter cette formation, ce webinaire sur Ishimoku, donc juste après ce petit disclaimer. Donc je laisse la main à Karen Pelloual. Donc bonjour à tous, j'espère que vous avez bien lu le disclaimer. Donc en résumé, vous le savez, chacun est maître de ce qu'il fait. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est uniquement un but éducatif et informatif. Ce ne sont en aucun cas des conseils de trading. Donc je suis désolée, mais comme c'est la première fois que je fais un webinaire ici, il faut que j'apprenne à gérer les choses. Heureusement, j'ai une bonne aide avec Reda, un ancien que je connais très bien. Donc on va y arriver à deux, je pense qu'on fera quelque chose de pas trop moche. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, enfin ce webinaire va se dérouler en plusieurs temps, donc je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Ensuite je ferai un rappel théorique au niveau de l'Ishimoku pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku. Et enfin, j'analyserai donc 6 actifs en moyen terme, c'est-à-dire avec... je vais essayer de vous donner des idées sur éventuellement ce qui pourrait se passer dans les 3 prochains mois, sachant qu'on est dans une période assez troublée et assez aléatoire. Donc ce que je vais plutôt vous donner, ce sont essentiellement des niveaux qu'il va falloir surveiller pendant les mois prochains, sur lesquels éventuellement on pourrait intervenir. Donc je dis bien que ce ne sont que des idées, ce ne sont absolument pas des conseils en investissement. Chacun doit faire sa propre analyse et cliquer sur sa propre souris et ne pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. Donc, je me présente, je suis diplômée donc en économie très option finance des marchés. Je suis investisseur sur marché action, enfin j'ai été investisseur sur marché action pendant 25 ans, jusqu'à ce que je découvre le Forex et l'analyse technique en 2007 et l'Ishimoku donc en 2009. Actuellement, je suis essentiellement un trader intraday sur Forex depuis 2010 et uniquement avec Ishimoku. Mes activités principales sont trader donc pour compte propre, pour mes comptes personnels. Ensuite, je suis aussi trader pour compte client privé d'un certain montant. Je suis analyste technique, c'est-à-dire que je publie une newsletter pour certains clients privés. Je suis conseillère aussi auprès de banques et de gestionnaires de fonds, donc pour investir, pour trouver le bon tempo d'investissement sur les marchés. Et enfin, je suis formatrice sur Ishimoku auprès de traders professionnels et aussi auprès de particuliers. Donc, on entre dans le vif du sujet. L'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, c'est quelque chose qui est très simple si on veut le garder simple. Si on cherche à trouver la petite bête, on peut en faire quelque chose de très compliqué, mais ce n'est pas le but du jeu. Je rappelle que l'Ishimoku a été créé à la base pour compléter les bougies japonaises. D'accord, il n'existait que les bougies japonaises. Monsieur Goshi Uesada n'était pas très satisfait parce que les bougies japonaises vous donnent un point de retournement, mais ne vous donnent pas des objectifs. Et donc il a créé l'Ishimoku justement pour permettre de trouver des objectifs quand on entre dans le marché. Et donc vous allez voir à travers les 5 droites que compose l'Ishimoku comment les objectifs peuvent être trouvés très facilement, aussi bien les objectifs pour le trade que les niveaux d'invalidation. Donc c'est un indicateur qui va être composé de 5 lignes. On utilise toujours les mêmes paramètres qui sont 9, 26 et 52. Alors beaucoup me disent oui, mais quand ça a été créé, donc dans les années 40, le marché japonais ne fonctionnait pas sur les mêmes durées de temps qu'aujourd'hui. La semaine, elle faisait 6 jours et maintenant elle en fait plus que 5. Donc il faut modifier les paramètres. Alors je le déconseille fortement en sens où tous les professionnels regardent ces paramètres. Donc les marchés sont faits par les professionnels et non par les particuliers. Donc si les professionnels regardent ces paramètres et que vous en regardez d'autres, vous n'aurez que des faux signaux. Donc 9 avait été déterminé comme une semaine et demie. Donc déjà, le fait de prendre une semaine et demie, si on le met à la mode occidentale, ça va faire un paramètre de 7. Mais
il faut bien voir que ça a été déterminé sur une semaine et demie. Pourquoi une semaine et demie? Je n'en sais rien. L'auteur a trouvé que c'était un bon paramètre. Donc, ce 9 doit rester tel que. Le 26, pareil, et le 52 de la même façon. Donc, nous avons 5 lignes. Sur ces 5 lignes, il y en aura 2 qui seront un peu considérées comme des moyennes mobiles, en sens où elles vont se trouver en même temps que les cours. Il y en aura 2 qui serviront à construire un nuage, et une qui ne représentera que les prix déplacés dans le passé. Donc en fait, on ne va regarder que 2 lignes. Donc il ne faut pas dire il y a 5 droites et ça fait beaucoup et ça fait trop sur mon écran et je ne veux pas tout ça. C'est pas 5 moyennes mobiles, c'est 5 droites. Donc on verra ça plus en détail après. Donc cet indicateur est complet. C'est-à-dire qu'en principe, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Maintenant, on peut le faire, ce n'est pas un interdit, mais ce n'est pas forcément un impératif. Cet indicateur décrit les équilibres d'un marché. Il donne d'un coup d'œil tous les niveaux d'importance qui vont être à prendre en compte. Ensuite, il est de lecture facile. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaissances étendues en analyse technique. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien en analyse technique, il peut utiliser l'Ishimoku. Il va apprendre les bases de la lecture de cet indicateur et il pourra très bien trader avec ça sans connaître des tas de choses en analyse technique. Ceux qui me suivent sur Twitter voient que quelquefois je vais mettre du Fibonacci, je vais mettre une fourchette d'Ambrose, je vais mettre d'autres choses. C'est parce que j'ai un bagage d'analyse technique complet et que ça apporte un plus pour l'explication pour les gens qui, eux, ne comprennent pas Ishimoku. Donc si je leur mets un Fibonacci et que je leur dis on va aller chercher la Kijun, Fibonacci, ça sera un niveau de 50% de Fibonacci, les gens vont tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Pour les gens qui ne connaissent pas Ishimoku. Maintenant, ceux qui comprennent Ishimoku n'ont pas nécessairement besoin de mettre un Fibonacci. Donc, c'est un outil qui est intéressant surtout pour les débutants parce que justement, on n'a pas besoin de ce bagage technique complet. Donc, je pense notamment à tous les gens qui se sont mis sur les crypto-monnaies pendant que c'était très facile de cliquer et de gagner de l'argent. Et maintenant, c'est devenu un actif comme un autre. Hein. C'est-à-dire que il faut faire l'analyse technique pour pouvoir rentrer dans le marché. Ces gens-là, qui n'ont pas de bagage technique, peuvent utiliser l'Ishimoku de façon très, très rapide. Donc voici les droites, les principales droites. La première, c'est la plus courte. C'est la Tenkan-sen qui est calculée sur 9 périodes. Donc c'est le premier paramètre qu'on a dans les 9, 26, 52. Alors il est calculé de cette façon-ci, c'est-à-dire que si on va prendre 9 périodes, c'est-à-dire 9 bougies, on va prendre le point bas, donc la mèche comprise, le point haut et on va diviser par 2. Ça va nous donner le point moyen. Et à chaque fois que mon cadre de 9 périodes va se déplacer, à chaque fois on va regarder le point haut et le point bas. Vous voyez que si là mon cadre se déplace ne serait-ce que d'une bougie, mon point bas reste le même et mon point haut va rester le même. Donc ma droite ne va pas bouger. C'est ce qui va faire la différence avec les moyennes mobiles. Je vous rappelle que les moyennes mobiles, une moyenne mobile 9 va être calculée sur les 9 cours de clôture. Je prends les 9 cours de clôture qui sont ici, je divise par 9 et ça me donne un point. Après, je vais reprendre les 9 cours de clôture suivants, etc. Et on divise par 9 à chaque fois. Donc une moyenne mobile va faire quelque chose d'assez lissé. Là, vous allez voir que quand on ne bouge plus, quand il n'y a pas de nouveau point haut, de nouveau point bas, on va faire des paliers. Alors sur la Tenkan, ces paliers sont très courts puisque c'est une droite qui est courte, comme une moyenne mobile courte. Par contre, vous verrez que sur les droites suivantes, ça va avoir une autre importance. Donc la Tenkan est calculée de cette façon. Et elle va suivre au plus près les cours. C'est-à-dire qu'en fait, elle va nous donner le momentum de la tendance. Et elle nous servira d'alerte, c'est-à-dire que quand les prix casseront cette droite, on sera en alerte sur le fait que la tendance est potentiellement terminée ou c'est une pause un peu plus profonde de la tendance. Ensuite, nous avons la Kijun. Alors la Kijun, c'est la droite maîtresse du système. Elle est calculée comme la Tenkan, mais sur 26 périodes. Donc même chose, je prends le point bas, je prends le point haut sur 26 bougies, je divise par 2, ça me donne le point moyen. Et celle-ci va nous donner des paliers plus longs. Et elle va nous servir, elle, c'est la standard line, elle va nous servir de signal. C'est-à-dire quand on va casser cette droite-là, on aura un signal haussier ou baissier. Ici, on a un signal haussier, ici, on a un signal baissier. Donc, ça va nous permettre de nous donner le niveau d'entrée et de sortie du marché. Ensuite, nous avons le nuage qui va être constitué de 2 droites. Alors, il est constitué de la Senkou-span A qui représente le point moyen entre la Tenkan et la Kijun. Donc, je prends la Kijun, je prends la Tenkan, je divise par 2, ça me donne le point moyen et je le projette 26 périodes en avant. L'intérêt du nuage, c'est que pour le coup, il est prospectif, c'est-à-dire qu'il nous donne le futur. Alors, il nous donnera pas le futur
qui va nous intéresser dans l'immédiat pour trader, il nous intéressera quand on reviendra sur ce nuage, quand on sera à 26 périodes dans le futur. Donc la 5 span A, elle prend en compte la moyenne entre ces deux droites, c'est-à-dire que dans le nuage, c'est elle qui va nous donner l'épaisseur du nuage, elle nous donne la volatilité. Ensuite, nous avons la 5 span B, c'est l'autre droite du nuage. Alors celle-ci, elle est très importante aussi, c'est la deuxième droite d'importance, parce qu'elle est calculée sur 52 périodes. Donc comme les deux autres droites, on prend le point bas, on prend le point haut, et on divise par 2, donc sur 52 périodes, ce qui est énorme. Ici, les 52 périodes, elles sont là. Vous voyez, on a pris le point bas qui est ici, le point haut qui est ici. Alors, plus on va prendre des périodes longues, plus vous voyez que les paliers vont être très longs. Alors la 5 span B, dans le nuage, c'est celle qui va servir de support résistance plus fort que la 5 span A, puisqu'elle prend une période de temps beaucoup plus longue. Si vous prenez par exemple en hebdomadaire, ça veut dire qu'on prend le point moyen sur 52 semaines. 52 semaines, c'est une année. Donc le point moyen qui est ici représente une année de trading. Et je vais le projeter 26 périodes en avant, c'est-à-dire 6 mois en avant. Donc dans 6 mois, quand mes prix vont revenir ici dans 6 mois, ça me donnera le point d'équilibre qu'il y avait eu sur une année complète avant. Donc c'est une droite qui est très importante et qui est très difficile à négocier. Et vous pouvez voir, donc elle représente 2 Kijun. Donc ce sont vraiment les deux droites maîtresses du système. Donc voici le nuage, comment il va se présenter. Vous voyez les SSB, donc la 5 span B sur 52 périodes, va nous donner des paliers extrêmement longs. La SSA, par contre, qui nous donne la volatilité actuelle projetée dans le futur, va être plus erratique et va nous donner donc le volume au niveau du nuage. Et à certains moments, on va avoir ces deux droites qui vont se croiser, au même titre que vous avez deux moyennes mobiles qui vont se croiser, une courte et une longue. Ici, c'est le même principe. On a une droite courte, puisqu'elle est grosso modo sur 17 périodes, et une droite plus longue sur 52 périodes qui, à un moment donné, vont se croiser. Donc, ce twist sera provoqué par un mouvement au niveau de la SSA, puisque la SSB étant plus longue à bouger, puisqu'elle est sur 52 périodes, donc elle a une inertie plus longue, elle va bouger moins vite. Mais dès que les prix vont avoir un mouvement qui va accélérer, et si vous avez une hausse, les prix accélèrent à la baisse, donc ça va me faire bouger ma SSA, puisqu'elle va prendre en compte la moyenne entre les deux droites ici, donc ça va me faire bouger. Donc l'autre ne bougeant pratiquement pas, va créer ce twist, va créer cet étranglement en fait entre les deux nuages. Donc on va avoir la droite. Mais quand on sera ici à cet instant-là, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe ici. Le twist va nous intéresser quand les prix vont s'en approcher parce que ça sera un passage faible. Vous voyez qu'ici les prix rentrent dans le nuage. Pour eux, c'est difficile de traverser une épaisseur pareille. Ça sera plus facile de traverser un endroit comme ça. Donc c'est comme ça qu'on va regarder ces twists. Ensuite, la dernière interprétation la plus basique, j'ai envie de dire, par rapport au nuage, c'est que quand on est au-dessus du nuage, c'est une tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, c'est une tendance baissière. Pourquoi? Parce que le nuage représente une zone d'équilibre. Donc, si on est au-dessus, on est dans un déséquilibre haussier. En dessous, on sera dans un déséquilibre baissier. Ensuite, la dernière droite. La dernière droite n'a pas de calcul. Elle représente les prix en clôture. Et elle est retardée de 26 périodes. Le nuage était avancée de 26 périodes, la lagging span, elle sera retardée de 26 périodes. Comme on est dans le passé, il est logique de ne prendre que les clôtures. On n'a pas besoin des mèches, puisque les mèches, c'est ce qui se passe dans le marché. Donc, on va prendre uniquement les clôtures. Donc, vous voyez, ici, on aura la clôture ici. Là, ce point-là correspond à la clôture ici, donc il n'y a pas la mèche. Il faudra toujours faire attention à ça, parce que quand on va regarder un marché, on regarder cette lagging span, si elle casse ou non un niveau, il faudra faire attention, parce que là, par exemple, ici, vous voyez que la mèche n'est pas du tout prise en compte. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, la mèche, elle cassait un niveau, ou la lagging span, ça lui permettait de casser un niveau, mais en clôture de bougie, on a rétrocédé en dessous d'un niveau, et donc il n'y a pas de validation. Donc la lagging span, c'est la droite, c'est une autre droite, elle ne nous sert pas à entrer dans le marché, c'est-à-dire qu'elle ne nous donne pas le niveau d'entrée pile dans le marché, mais elle nous donne les validations. C'est-à-dire que si on ne regarde pas cette droite-là, on va rentrer dans le marché et quelquefois, ça sera négatif parce que cette droite-là n'aura pas validé le mouvement des prix. Donc on a un mouvement des prix qui doit toujours être validé par la lagging span. Comme la lagging span représente des prix,
elle va interagir au niveau de l'Ishimoku de la même façon que les prix, c'est-à-dire que les prix vont rencontrer une SSB, vont rencontrer une SSA, vont rencontrer une Kijun, une Tenkan, tout ça ce sont autant de supports résistance, donc le but après est de voir quelle est l'importance qu'on va donner à ces supports et ces résistances. La lagging span va faire de même puisqu'elle représente les prix. Donc l'idée c'est de dire mes prix actuels, je les transfère dans le passé, à l'instant T, et comment vont-ils réagir avec d'anciens niveaux qui existaient dans le passé. N'oubliez pas que le marché a une mémoire, c'est-à-dire que si par exemple on dit que, je ne sais pas, sur l'euro-dollar, le niveau travaillé dans le marché pendant 6 mois, ça va être tourné autour de 1,14, il est bien évident que dans un an, le niveau de 1,14, il va rester, il reste dans les têtes des traders, mais il reste dans le marché. Donc quand on va se rapprocher de ce 1,14, il va y avoir de la fébrilité sur ce niveau-là. Et si on n'a pas l'habitude de trader un actif, ces niveaux-là, on ne va pas les connaître par cœur. Donc l'Ishimoku, lui, va nous permettre de nous mettre le doigt dessus, de dire attention, voilà, ça c'était un niveau. Par exemple, si vous prenez cette SSB ici, cette SSB qui est ici, elle était prise, donc déjà ici 26 périodes en arrière, plus le calcul sur les 52 périodes en arrière. Donc vous voyez que quand on est ici, on prend déjà tout ce temps-là dans le passé. Donc en plus, quand ma lagging span qui représente mes prix ici, arrive ici, elle représente encore du passé. Donc ça va me permettre de voir que mes prix ici vont travailler une zone de support ou de résistance, suivant le sens dans lequel on se trouve, qui sera travaillé par le marché. Donc, voici comment se présente l'Ishimoku. La Tenkan, donc, sur 9 périodes, qui est au plus près des prix, qui va nous donner une alerte. La Kijun, qui va nous permettre d'entrer et de sortir du marché, qui va nous donner les signaux. Et la lagging span, qui va nous les confirmer. Et enfin, cette zone centrale, qui est vraiment l'originalité de l'Ishimoku, cette zone centrale qui est de l'équilibre. Donc là, nous avons eu un fort déséquilibre haussier, c'est repassé. Ici, on végète, on passe en baisse, et après, on repart. Donc ça nous montre la cyclicité des prix, c'est-à-dire que les prix vont et viennent autour d'équilibre dans le marché. Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Je suis passée un peu rapidement parce que je suppose que parmi les gens qui regardent, certains connaissent déjà, ou ceux qui me suivent sur Twitter, donc je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'était juste pour ceux qui ne connaissent pas, par contre, puissent comprendre après ce que je vais raconter au niveau des analyses. Donc, je vais passer maintenant sur des analyses de moyen terme, je ne fais pas de court terme aujourd'hui, le but c'est simplement d'essayer de décrypter les marchés pour ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Donc, c'est un exercice qui est difficile comme d'habitude, qui l'est particulièrement en ce moment parce que les marchés ne savent pas eux-mêmes, je pense, où ils veulent aller. On entend à peu près tout et son contraire. Bon, voilà, je vais vous donner des niveaux pour que vous puissiez vous repérer pendant l'été, mais je ne peux pas vous dire clairement ça va monter ou ça va baisser. Donc, j'ai choisi de faire 2 paires du Forex, 2 matières premières et 2 index. Je prendrai des questions en fin de webinaire, donc si vous voulez des actifs en particulier, j'essaierai d'y répondre, sachant que je ne manipule encore pas très bien la plateforme XTB, donc ce ne sera pas forcément facile, mais bon, je devrais pouvoir y arriver. Donc on va commencer par l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar est une paire qui n'est pas facile à trader. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la partie dollar qui est très erratique en ce moment depuis que Trump tient les rênes des États-Unis. Le dollar ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et puis la partie euro avec Draghi et toutes les politiques de la BCE qui un jour remontent les taux et le lendemain on les baisse. Donc c'est un petit peu, tout ça c'est un peu compliqué. Donc je ne vous fais pas de fondamental parce que là on prendrait des heures, c'est très intéressant mais c'est pas le but du jeu. Je vais vous faire uniquement du technique. Alors je vous ai mis quelques graphiques trimestriels pour certains actifs parce que c'est pertinent. Donc toujours quand on trade, même si on a un trader intraday, il est bon quelquefois de prendre du recul et d'aller voir sur des unités très longues pour savoir où on situe ce qui est en train de se passer par rapport à un actif. Si vous tradez l'euro-dollar en intraday et que vous êtes toujours l'œil coincé sur votre H1 ou voyons 15 minutes ou 5 minutes, vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui est en train de se passer sur cette paire. Et quelquefois, il faut prendre ce recul. Alors le mensuel, c'est déjà un bon niveau, mais aller voir carrément plus haut, ça peut être encore intéressant. Personnellement,
personnellement, je regarde quelquefois l'annuel sur les paires que je ne connais pas, parce qu'on s'aperçoit que en annuel, on est en train de traiter un niveau annuel tout simplement. Donc on se doute bien qu'un niveau annuel, ça ne va pas passer comme dans du beurre. Même si on est en 5 minutes, si on est dessus, ça risque de freiner. Donc pour déterminer ses objectifs, il est toujours important d'aller voir quelquefois des supports résistance sur une unité plus longue. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais de temps en temps, ça fait du bien de prendre du recul. Et justement, bon, aller voir du trimestriel quand le deuxième trimestre est presque terminé, ça fait quand même sens quelque part. Donc, l'euro-dollar en trimestriel, alors vous voyez ce qui s'est passé, j'essaie de retrouver ma souris, voilà. Ce qui s'est passé, on a eu donc cette hausse ici, donc là nous avons le deuxième trimestre, le premier trimestre. Donc le premier trimestre de cette année était intéressant puisqu'on est rentré justement dans le nuage, donc on a cassé cette fameuse SSB où je vous ai dit tout à l'heure que c'était une droite qui était difficile à casser, donc on a réussi à la casser. Vous voyez que la Kijun, elle, est descendue. Donc ça, une Kijun qui descend, en principe, c'est plutôt négatif, et a rejoint donc la SSB. Donc ici, on a vraiment un double, on avait, puisque ça a été cassé, on avait un double support par rapport au prix qui était ici. Et bon, ben voilà, ce trimestre, on a enfoncé de façon magistrale, on est repassé à la baisse, et on est donc revenu sous le nuage trimestriel. Donc techniquement parlant, c'est baissier. On a tenté de remonter dans le nuage, on n'y est pas arrivé, et on repart à la baisse. Donc ce qu'il faut voir en trimestriel, c'est deux choses. C'est un, on a repassé ce niveau-là, mais on a un support ici. Le premier support qui est à 1,1448, qui est la Tenkan. Donc la Tenkan, je vous ai dit que c'était une droite d'alerte, c'est-à-dire qu'elle peut tenir en support. Actuellement, on a ça, donc pour le moment, on ne valide pas la hausse, puisqu'on est reparti en dessous du nuage. Si cette droite tient, donc là déjà en fin de trimestre, a priori, vu qu'il nous reste que 4 jours, ça va tenir, sauf s'il se passe vraiment quelque chose de grave, mais bon, ça va tenir. Donc l'idée, c'est le trimestre prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on rebondit sur cette droite-là? Et auquel cas, on peut espérer, pas forcément aller chercher ce niveau-là, mais enfin y retourner dans cette direction-là, ou est-ce qu'au contraire, on enfonce? Alors, on peut enfoncer, puisque la Tenkan n'est pas une droite forte. Maintenant, il est évident qu'en trimestriel, elle est plus forte que sur du 5 minutes. Le truc qu'on a ici, c'est qu'on a en fait un double support. On a ce 1,1448 et on a juste en dessous, je vous ai noté là cette longue droite, donc vous voyez c'est une SSB qui est ici, qui est prise ici, et qui est juste en dessous, qui est à 1,1398. 1,1398. Donc en fait, on a un double support ici. Alors vous voyez aussi l'intérêt de l'Ichimoku, c'est que je suis ici, mes prix sont ici, mais je regarde ce qui se passe à gauche. C'est un indicateur qui se regarde à gauche, à l'instant T et à droite. Donc là, à droite, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas parce que c'est du très long terme. Sur les unités courtes, ça sera plus intéressant. Ici, ça ne nous intéresse pas. Donc, on a ce double support ici. Donc clairement, si ce double support est enfoncé, l'euro-dollar repartira à la baisse. L'autre information vient de la lagging span. Je vous ai dit tout à l'heure que la lagging span servait de validation pour les prix. Donc la lagging span, vous voyez ce qui se passe, ce que je vous ai expliqué, il existe des twists dans le nuage, dans les nuages. Donc le twist, ça peut être valable pour les prix, c'est-à-dire que les prix peuvent passer, vous voyez qu'ici par exemple, ils ont essayé de passer, ils n'y sont pas arrivés. Les twists peuvent passer par les prix peuvent passer par le twist, mais la lagging span aussi peut passer par le twist. Donc il faudra toujours se méfier de voir ce genre de problématique. Ici, on a un double support qui peut tenir, mais la lagging span, elle a un support plus faible, puisqu'elle n'a qu'un seul support, qui est le twist. Est-ce que ça passera? Est-ce que ça ne passera pas? Je ne sais pas. Donc, l'idée sur l'euro-dollar en long terme à l'heure actuelle, c'est de dire, on a eu un trimestre qui a été très négatif, puisque la bougie rouge est quand même assez conséquente, bon, moins que celle-là, mais elle est quand même assez conséquente, alors qu'on avait un beau train de dossier qui s'était initié avant. Est-ce qu'on va casser ce double support? Si on casse ce double support, clairement, ce sera vendeur. Il faut quand même noter que la droite de tendance ici a résisté. Donc, bon, voilà. Pour moi, l'euro-dollar, ça va dépendre essentiellement du dollar avant l'euro. Donc, il faut surveiller ce que fait le dollar. Et le dollar, pour le moment, hélas, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Alors, je vais essayer de passer sur l'autre écran pour vous montrer l'euro-dollar en mensuel. Je ne sais pas si ça fonctionne. Attendez, je vais me renseigner avec quelqu'un. Est-ce que là, on voit le graphique? Alors, je repasserai dessus parce que là, je ne sais pas manipuler cette plateforme de webinaire et mon AD est parti. Donc, je repasserai après sur l'euro-dollar en court terme. Ensuite, donc la deuxième paire, c'est le câble.
Alors le câble en trimestriel aussi est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mouvement haussier, comme sur l'euro-dollar, mais vous voyez que le câble est foncièrement baissier puisqu'il est situé sous le nuage déjà depuis longtemps. Donc il est baissier. Là, on a eu une impulsion intéressante où on pensait qu'éventuellement il pourrait retourner chercher la Kijun et casser cette Kijun. La cassure de la Kijun ici nous aurait donné un signal fort de hausse. Comme on est sur une unité de temps qui est très longue, casser une Kijun sur du trimestriel, c'est évident que c'est fort. Et c'est là où je vous dis quelquefois il faut prendre du recul, c'est-à-dire que ici, en début de trimestre, quand on a commencé à monter vers ce niveau-là, il est à 1,4484, il était effectivement intéressant de savoir si on allait casser ou pas, ce niveau. Voilà, j'ai eu l'explication technique comment passer sur la plateforme pour faire du court terme. Je suis désolée. Donc je reviens au câble. Donc quand on était ici, juin, mai, avril, au début du trimestre, du deuxième trimestre, quand les prix ont commencé à monter, il était intéressant d'avoir en repère ce niveau-là, parce qu'il est bien évident que si on était allé le chercher ou qu'on l'avait cassé, ça nous aurait donné une idée pour la suite de la tendance. Bon, il se trouve que justement, non seulement on n'est pas allé le chercher, en plus on a rétrocédé dans l'autre sens, et là, contrairement à l'euro-dollar, vous voyez que le câble, lui, traverse sa tincane. Donc il est en train de nous donner un signal baissier. Donc voilà, le câble, lui, serait plutôt baissier à moyen terme. Donc tant que ce niveau-là reste en résistance, le câble est baissier à moyen terme. Alors ensuite, je vous fais les trimestriels et je passerai sur le court terme après parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Le pétrole. Alors le pétrole en trimestriel est très intéressant aussi. Parce que vous voyez qu'avec ce système de calcul, on peut avoir des escaliers comme ça. Donc là, par exemple, ma Kijun, elle se trouve à deux niveaux. Elle se trouve à 69,14 ou à 70,44. Donc comment dire si c'est le premier niveau qu'on va prendre en compte ou le deuxième niveau qu'on va prendre en compte? On n'en sait rien. Donc en fait, on va dire qu'on a une double résistance ici. Donc le pétrole est bien monté. Il est à 70,50 là, au moment où je parle, donc en fait il est remonté au-dessus par rapport au jour où j'ai fait ma slide, hein, il est au-dessus, donc il est en train de casser cette double résistance. Donc à voir si, alors on est le 26, hein, donc à voir si d'ici la fin du mois ça tient. Donc le pétrole est en train de passer. Si il reste au-dessus de ce niveau-là, donc à la fin de ce mois-ci, c'était à la fin du trimestre, on peut espérer qu'il monte chercher ce niveau-là à 78-65. Pour moi, c'est le premier objectif. Personnellement, je crois qu'il va y aller. C'est une information tout à fait très personnelle, d'autres personnes peuvent ne pas la partager avec moi. Il faudra voir ce qui va se passer en début de mois. N'oubliez pas que quand on casse un niveau, que ce soit avec de l'Ichimoku ou avec des moyennes mobiles classiques ou n'importe quel support résistance qu'on peut déterminer sur des graphiques, en principe, il faut valider cette cassure. C'est-à-dire qu'il faut savoir si la cassure est bonne ou pas. Vous pouvez avoir une cassure qui se fait, et après, on invalide sur la bougie suivante. Alors, le trimestriel, c'est long, mais quand vous êtes en court terme, si vous avez une cassure 5 minutes ici, il faudra attendre la bougie suivante pour vérifier que c'est bien validé. Et souvent, vous allez voir que après la bougie d'impulsion qui donne la cassure, vous avez une bougie rouge qui va apparaître, hein, dans ce cas précis à la hausse, une bougie rouge qui va apparaître, qui sera simplement un test de cassure. Ceux qui me suivent sur Twitter voient, là aujourd'hui j'ai tweeté pas mal en disant attention, on est en test de cassure, c'est-à-dire qu'on a fait des cassures sur certains actifs hier, oui c'est ça, hier ou voire vendredi, et aujourd'hui on est en test de cassure. Ce test de cassure c'est ça, ça veut dire que si le test tient, c'est-à-dire que là si on rétrocède en admettant que on clôture effectivement là au-dessus, normalement on va venir chercher ce niveau-là. Si ce niveau-là tient, c'est bon, c'est aussi on peut acheter je dirais les yeux fermés, et le stop il sera juste là-dessous, hein, puisque ça sera le niveau d'invalidation. C'est là où il y a aussi un système pratique, c'est-à-dire que vous savez tout de suite où est votre stop. Donc là, j'imagine par exemple que ça tient. Mon premier objectif, il est ici. Mon stop, il est sous la Kijun. Si on repasse la Kijun, c'est invalidé. On redonne un signal baissier. Alors, il y a une chose qu'on ajoute sur son écran en Ichimoku et qui est très important, que ce soit du long terme ou du court terme. Donc là, en long terme, vous voyez que c'est pertinent, puisque ce niveau-là,
c'est une USSB, donc c'est un petit niveau fort, qui est en plus renforcé par une droite de tendance. Donc vous voyez que la bougie ici qui va monter là, elle va se casser le nez sur une double droite. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher ce niveau-là, mais qu'ici ça va travailler. Donc si vous rentrez dans le marché, si vous voulez jouer le pétrole sur 3 mois, votre take profit, il est ici, point à la ligne. C'est pas la peine de chercher plus loin parce que ici, de toute façon, ça va corriger. À ce niveau-là, ça va corriger. Donc voilà pour le pétrole. Donc à voir si ce niveau-là tient. Il est à 70,45. Hein. Donc vous voyez, mon niveau est à 70,44 et là actuellement il est à 70,45. Donc le pétrole a du mal à monter et je vous montrerai pourquoi il a du mal à monter en court terme, ne serait-ce qu'en mensuel. Non seulement en mensuel, il a une SSB à traverser, mais là en plus en trimestriel, on voit qu'il y a un double niveau de Kijun, donc on comprend que ce soit un niveau qui est difficile à passer. Ça ne peut pas monter comme ça, comme dans du beurre. Ensuite, l'or. En trimestriel, donc l'or en trimestriel, on a un double niveau, un double support. Je dirais même un triple support si on rajoute la droite de tendance support ici, qui renforce la Tenkan. Alors donc là c'est pareil, j'ai deux niveaux de Tenkan, j'ai un plat ici qui est long, donc on va en tenir compte, parce que vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé, donc on en tient compte. Et vous avez la Tenkan qui est montée donc ce trimestre-ci, et qui fait support, qui devrait bloquer la bougie ici. Donc l'or, voilà, il est dans un marasme complet, hein, pas beaucoup d'intérêt sur cet actif. Il est en train de baisser, donc voilà. Il rentre dans le nuage, donc techniquement c'est neutre, et il va rencontrer un double support, maintenant, voire triple support. Maintenant, si ce support tient là, effectivement, on pourrait peut-être envisager qu'il y ait un rebond et qu'on reparte à la hausse, sachant qu'on ira chercher, à ce moment-là, la Kijun qui est ici. Par contre, si ce niveau-là casse, on ira chercher la SSB qui est ici. Donc, vous voyez, en Ishimoku, c'est simple. Je vais déterminer des supports résistance avec des droites spécifiques là où mes prix se situent, et en fonction du mouvement du marché, j'irai chercher au-dessus une résistance classique, mais elle est écrite ici, hein. Donc ma résistance c'est 1421. Maintenant après, si celle-là casse, qui nous donnera à ce moment-là un signal haussier, puisqu'on traversera la Kijun dans le sens à la hausse, donc on aura vraiment un signal haussier, on ira chercher le plat de Kijun suivant. Par contre, si on casse ce double support, l'objectif suivant, c'est la SSB qui est ici. Alors attention, il faudra vérifier que ma lagging span casse elle aussi sa Kijun. La Kijun, c'est la droite qu'il faut casser pour donner un sens au marché, pour définir une tendance. Donc là, on a défini une tendance baissière, ça a baissé. Si on repasse dans le sens, on va redéfinir une tendance haussière. Mais il faut que la lagging span, elle aussi, casse sa Kijun de son côté. Alors quelquefois, on va avoir un niveau de Kijun qui va être identique pour la lagging span et pour les prix. Donc là, c'est puissant parce que les deux, c'est-à-dire que cette représentation des prix actuels dans le passé et mes prix ici vont casser en même temps le même niveau. Donc ça sera très fort. En général, ça donne un mouvement assez fort derrière. Mais quelquefois, on n'aura pas le même niveau. Là, on est déjà sous la Kijun, donc on est à peu près, enfin, on a eu un signal vendeur, mais on n'est pas forcément baissier puisqu'on n'est pas en dessous du nuage. Mais la lagging span, elle, pour le moment, elle ne valide pas de baisse. Alors là, évidemment, on est en train de parler en trimestriel, donc je ne vais pas vous dire, attendez d'avoir tout cassé pour vendre. Ça serait complètement ridicule. Mais si vous avez ce genre de configuration sur du court terme, une heure par exemple, bon, vous savez que là, vous pouvez avoir vos prix qui vont casser un support, mais la lagging span, elle, ne va vraiment vous valider que quand elle aura cassé ça. Et quelquefois, il va se produire que la lagging span ne va pas casser ça. Elle ne va pas casser. Donc j'aurai des prix qui m'auront donné un signal de vente, mais pas la lagging span. Et ça va se retourner. C'est là où on va pouvoir soit prendre des trades pour jouer ce genre de niveau-là. Donc mes objectifs pourront être fixés soit par rapport au prix, soit par rapport à la lagging span. Et ça va aussi me donner donc les niveaux d'invalidation. Donc je saurai que si, par exemple, si je mets un niveau d'invalidation ici, mes prix vont tomber un peu dans un no man's land, ils vont s'arrêter dans un no man's land. Si je vois qu'ici ça commence à travailler, c'est que ma lagging ne veut pas passer, et auquel cas, il faut sortir du marché. Donc l'or, voilà, donc l'or, pour revenir sur l'or en particulier, c'est en attente qu'il se passe quelque chose, double, triple support, qui peut tenir ou pas, à voir si ça tient ou pas. Si le triple support tient, on pourrait remonter chercher ce niveau-là. S'il casse, on ira chercher ce niveau-ci. Donc maintenant, je vais essayer de passer sur la plateforme XTB pour vous montrer. Alors attendez. Parce que mon petit collègue là, il m'a tout bougé. Donc je ne vois plus rien. Hop.
j'ai perdu mon euro-dollar. Tu peux me la basculer, s'il te plaît? J'ai perdu. Donc, on reprend. Donc là, normalement, c'est ce graphique-là qui est affiché, hein, normalement, la plateforme. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. On voit bien la plateforme. Donc, on voit bien la plateforme. Ok. Alors là, voilà. Donc, j'avais perdu mon euro-dollar, je l'ai retrouvé. Donc là, je vais vous reprendre par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, j'espère que la prochaine fois, je serai un peu plus opérationnelle. Là, c'est un petit peu difficile quand on ne connaît pas vraiment la plateforme. Donc, on va reprendre dans l'ordre l'euro-dollar. Donc, je vous ai dit tout à l'heure en trimestriel. Alors, en mensuel, vous voyez qu'il est baissier. Hein, en mensuel, c'est baissier, puisqu'on est sous la Kijun. On a atteint un point bas. Est-ce que ce point bas va tenir ou pas à voir donc à la fin du mois? Alors, ça ne doit pas être du mensuel, ça c'est du 1 minute. Ça travaille beaucoup pour être du mensuel. Voilà, on va se remettre en mensuel. Bon, de toute façon, en mensuel, c'est baissier quand même, hein, ça ne change rien. Je public. Hop, voilà. Alors, en mensuel, voilà, là on voit quelque chose un peu mieux. Donc, en mensuel, on a la Kijun en support. Et on a ici la SSB qui est pas en résistance, mais en support primaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, pour le moment, mes prix ont traversé le nuage. Vous voyez qu'ils n'ont pas réussi à sortir du nuage. Ils n'ont pas réussi à casser la Senkou Span. Ici. Donc c'était une indication que les prix ne voulaient pas monter. La lagging span avait commencé à valider puisqu'elle avait cassé sa Kijun, mais les prix ne sortant pas du nuage, il n'était pas possible d'envisager une hausse plus profonde de l'euro-dollar. Alors, quand on regarde avec Ishimoku, on va regarder à la fois les prix par rapport à leur support résistance et la lagging span. C'est-à-dire qu'il faut que les deux aillent dans le même sens. Ici, j'avais des prix qui essayaient de sortir du nuage, qui avaient donné une impulsion haussière en donnant ici un signal d'achat. La lagging span, elle, a traversé ses prix. Donc ici, c'était bon. Il était possible d'acheter avec comme objectif le nuage. Après, c'était beaucoup plus brouillon. Et là, vous voyez que la lagging span validait dans un certain sens la hausse parce qu'elle cassait la Kijun, mais mes prix, eux, avaient un obstacle ici. Donc il était possible de prendre des trades, ici on est en mensuel, donc de prendre des trades sur des temps plus courts, hein, sur le daily ou voire en dessous, sachant que on avait un nuage mensuel ici qui risquait de faire obstacle. Et vous voyez qu'à chaque fois que c'est sorti en mèche, c'est repassé en dessous. Donc l'euro-dollar n'a jamais validé de hausse, il n'est jamais passé haussier puisqu'il est resté dans son nuage. Là, il est redescendu dans le nuage. Alors, l'hypothèse qu'on peut envisager, c'est qu'il soit en train de nous construire éventuellement une épaule tête-épaule. Vous voyez qu'ici, on aurait une épaule, ici, on a une tête, et est-ce qu'il va nous faire une épaule ici? Alors, on a 3 bougies rouges. Pour ceux qui me connaissent, je parle souvent d'un système de 3 bougies. 3 bougies rouges, une bleue derrière. Ce sont des mouvements impulsifs pour se rapprocher un petit peu d'Elliott, pour ceux qui connaissent. Donc, pour moi, ici, j'ai une information, à savoir que j'ai un support, une Kijun ici, qu'on est à peine allé chercher, hein, comme ici, on n'est pas tout à fait allé la chercher, mais on a rebondi dessus, et là, on va peut-être clôturer la fin du mois dans le nuage, au-dessus de la SSA. Donc, si on clôture à l'intérieur, on peut effectivement s'attendre à ce que l'euro-dollar rebondisse, sachant que ma 3e bougie rouge est faite, et je m'attendrai à une bleue. Et dans un cas comme ça, j'envisagerais éventuellement de faire une épaule. Donc on pourrait envisager de retourner chercher la Tenkan. Vous voyez que la Tenkan, elle correspond au haut de ces 2 bougies-là. Donc si on fait cette hypothèse d'épaule tête-épaule, on pourrait retourner chercher ce niveau-là qui se trouve... Alors voilà, alors attendez, il va falloir que je trouve l'outil pour voir. Voilà, c'est ça. Donc 1,2075. 1,2075. Vous voyez qu'on a une résistance qui est un petit peu plus haut à 1,2186. Donc maintenant, on peut effectivement aller chercher cette résistance en excès. Les épaules tête-épaule, c'est pas au millimètre. Hein. Donc le premier objectif se situe à 1,2075. Ensuite, on peut éventuellement monter ici sur excès. Par exemple, dans un mois, hein, alors là on est au mois de juin, on finit le mois de juin, donc on peut éventuellement envisager que le mois de juillet on monte un peu, et puis le mois d'août, on aille chercher ça sur mèche et qu'on clôture en dessous, par exemple, à ce niveau-là.
Bon, c'est une hypothèse, hein, il n'y a absolument rien de certain, c'est comme ça qu'on va envisager la possibilité. Ce qui nous intéresse ici, c'est de dire, mon euro-dollar est allé chercher un support qui a tenu, puisque c'est la Kijun, donc on n'a pas d'invalidation de ce signal haussier qui avait été donné ici, pour le moment. Les prix n'ont pas concrétisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés en tendance haussière officielle puisqu'ils n'ont pas traversé le nuage, ils sont toujours dans le nuage, mais voilà, le nuage est fin quand même à ce niveau-là, hein, c'est pas une grosse masse nuageuse par exemple comme ici, c'est relativement fin, donc on peut très bien retourner chercher ce niveau-là dans les mois prochains. À voir ce que fait le dollar, qui effectivement pourrait donner, donne plus ou moins actuellement des signaux de faiblesse, donc pourrait permettre à l'euro-dollar de monter. Donc c'est un petit peu ce que j'envisagerais sur l'euro-dollar, une remontée en épaule tête épaule, et après la cassure de la SSB ici, puis de la Kijun nous donnerait la fin de cette épaule tête épaule, et donc une reprise baissière du marché. Ensuite, au niveau donc, alors c'est quoi ça? Voilà. Au niveau du câble, donc le câble en mensuel a traversé la Kijun ici. Hein, donc le mois dernier, mois de mai, on a traversé la Kijun. Donc ici on a eu au mois de janvier une belle impulsion avec cassure de Kijun, de deux niveaux de Kijun, le niveau qui est ici. Le niveau qui est ici et le niveau qui est ici, vous voyez, on a un double niveau de Kijun ici qui a été traversé. Donc là, on a une belle impulsion, mais ça n'a pas concrétisé derrière. Donc on repart à la baisse et on donne une impulsion inverse, c'est-à-dire qu'on repart en tendance baissière. Alors, d'une façon générale, sur un long terme, on est bien en tendance baissière puisqu'on est sous le nuage. Ici, ça n'était en fait qu'une correction un peu trop forte où on a débordé un peu de la Kijun. En principe, quand on fait une correction dans une tendance, quand la tendance est bien installée, on va d'abord tester la Tenkan qui va nous donner une alerte et après, comme ici par exemple, on va aller tester la Kijun. Et la Kijun est le dernier rempart. C'est-à-dire que tant qu'on ne la casse pas, on est en tendance baissière, la baisse continue. Là, on a eu une alerte haussière, si je puis dire, en sens où on a eu un signal qui nous a dit « Ah, ça remonte ici, et effectivement, on pourrait être passé en tendance haussière. » C'est invalidé, ça a été invalidé le mois dernier, puisqu'on est repassé. Et là, vous avez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le test de cassure, c'est-à-dire qu'on a cassé, et ce mois-ci, on est revenu tester la Kijun, et on a validé cette cassure. Donc, pour le moment, le câble est baissier. Tant qu'on restera donc sous la Kijun, alors je vais remettre ici pour avoir le niveau, donc tant qu'on restera sous 1,35 hein, à la louche, tant qu'on restera sous les 1,35, on sera baissé. Si le câble revenait à passer au-dessus des 1,35, à ce moment-là, on réactiverait une probabilité haussière puisqu'on recasserait la Kijun, donc qui nous donnerait un signal d'achat. Donc voilà pour le câble. À la baisse, les objectifs, ce sont les derniers points bas, puisque ici on voit bien qu'on n'a rien d'autre point de vue Ishimoku. Alors attendez, parce que là ça me met des choses un peu bizarres, voilà. Vous voyez que j'ai un bas de nuage ici, donc les prix, vous voyez où ils s'arrêtent sur le niveau du bas de nuage. Donc quand tout à l'heure je vous disais qu'il fallait regarder à la fois à droite et à gauche, et voilà, là vous avez un parfait exemple où en fait, là pour le moment, les prix s'arrêtent, alors le mois n'est pas terminé, mais pour le moment les prix s'arrêtent sur le point bas ici, qui fait, bon, bah, la droite elle est tracée, hein, les prix sont pile dessus, hein, ce qui fait pour le moment support. Donc à voir effectivement, est-ce qu'on repart ou pas, parce que si on émet une hypothèse haussière sur l'euro-dollar avec un dollar qui baisse, on pourrait aussi avoir une hypothèse haussière sur le câble avec un dollar qui baisse. Maintenant, là on a l'effet GBP aussi, avec le Brexit et d'autres informations, qui font que c'est un petit peu plus compliqué, parce que la livre sterling peut être aussi baissière, avec un dollar baissier, et il faut voir après dans le ratio qui baisse le plus vite, pour avoir un ratio qui va être baissier, donc ou haussier. Ensuite, donc je vous avais parlé de l'or. Donc l'or en trimestriel, je vous avais dit qu'il y avait un double support. Ici, vous voyez que effectivement, on a aussi un support sur un temps plus court, en mensuel, puisqu'on a la Kijun qui est ici. On va aller sans doute la chercher, hein, on est à quelques chouïas du niveau, et on a un deuxième support qui est ici. Alors, en Ishimoku, on travaille beaucoup. Pourquoi ça me met ça, je ne sais pas. On travaille beaucoup avec cette droite horizontale, avec un curseur horizontal qui nous permet de balayer en fait l'écran comme ça, et on va chercher tous les plats qui se trouvent. Donc là, voilà, j'ai une SSB ici, c'est une résistance ou un objectif, hein, suivant le sens dans ce qu'elles sont. Et ici, je vais avoir le support donc à 1248, le prochain support, il est à 1210.
voyez que la lagging span est en train de descendre aussi. Donc là, en fait, quand elle va, si l'or casse sa Kijun ici, on va avoir un signal vendeur. La lagging span va descendre et elle va trouver un support ici. Donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux niveaux différents pour les prix et pour la lagging span. La lagging span va arriver à ce niveau-là. Ici, elle va s'arrêter. Elle va bloquer. Ça ne veut pas dire que ça ne passera pas, mais ça veut dire que les prix vont s'arrêter ici. Donc si je vends le gold ici sur cassure de la Kijun, donc c'est du mensuel, hein, donc en intraday ou en daily, quand ce niveau-là casse, on peut vendre. Je sais que je n'irai chercher que ce niveau-là. Ce n'est pas la peine dans l'immédiat d'envisager d'aller chercher beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus bas, mais dans l'immédiat, c'est ce que j'irai chercher parce que je sais que ma lagging span va s'arrêter ici. Donc après, en trading, on va affiner ça, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, bah, je prends une demi-position pour aller chercher ça et je remplirai l'autre demi-position pour chercher la suite si je suis fermement convaincu que l'or va baisser de façon pérenne. Ou alors, je prends une position entière, je sors ici, j'attends de voir ce qui se passe, puisque après je vais avoir le bas de nuage qui va être en support, donc il va falloir sortir de ce nuage-là. Ici, on va avoir une zone neutre, c'est-à-dire entre ce support ici et le support ici pour les prix. Alors tout dépend aussi si ça se fait en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, ça va se décaler. Si admettons que ça se fasse dans 3 mois, mes prix vont être ici, on va avoir ce support de nuage qui va tomber en même temps que le support de la lagging span. Ça peut très bien faire un support intéressant et renvoyer les prix à la hausse, comme par contre si ça casse, ça sera vraiment un signal vendeur qui sera fort. Donc pour le moment en mensuel, l'or, voilà, il est sur un support. On l'a vu en trimestriel, c'était un double support plus la droite de tendance. Donc le support est fort, à voir s'il tient. S'il ne tient pas, on ira chercher les 1210. Ensuite, le pétrole. Alors, le pétrole, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait du mal à casser une résistance importante. Et vous voyez ici que cette résistance... Alors, attendez, voilà. J'ai enlevé ça pour l'instant. Hop, voilà. Vous voyez que le problème qu'a le pétrole à l'heure actuelle, c'est la SSB ici. Je vous ai dit que c'était une droite qui était très importante. Alors, ma lagging... Ce qui est intéressant, c'est que la lagging, elle, pour le moment, elle confirme. C'est-à-dire que vous voyez que dans ce mois-ci, voilà, dans ce mois-ci, quand je prends la mèche ici, ma lagging, elle est descendue. D'accord? Je vous ai dit, la mèche, on ne la voit pas sur la lagging span puisqu'elle prend les prix en clôture. Donc, pour le moment, elle est ici parce que mes prix sont ici. Donc, ma lagging, elle est ici. Mais sur cette bougie-là, quand on était ici dans le mois de juin, ma lagging span était là-dessous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la lagging span avait cassé la Kijun et donc ne validait pas de hausse. Ici, on a vu un signal haussier qui avait été donné. Ici, on avait une invalidation du signal haussier. La lagging est repassée au-dessus et elle est en train de remonter. Elle est en train de remonter, donc du coup, la validation est annulée. La validation est invalidée, pour faire simple. Donc la validation est annulée et mes prix repartent à la hausse. Et ils sont en train de casser la SSB. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est en train de vraiment valider la hausse. Les prix sont en train de passer au-dessus du nuage. Donc ils sont en train de passer en tendance haussière. En dessous, on est en tendance baissière. Au-dessus, on est en tendance haussière. Ça, c'est la façon basique de lire de l'Ishimoku. Donc, le pétrole est à surveiller parce que si effectivement en fin de mois on clôture bien au-dessus de ces SSB, on peut envisager qu'on revienne tester ce niveau-là, mais j'y crois pas trop parce qu'il a été quand même déjà pas mal testé, hein, donc le niveau qui est à 69,28, on pourrait revenir chercher ce niveau-là. Vous voyez que c'est un niveau qui a été testé ici, donc je suis pas sûr que ça soit à nouveau testé, mais c'est une probabilité. Donc si on mettait un stop, on le mettrait en dessous de ce niveau-là. Donc on peut revenir chercher ce niveau-là et après repartir à la hausse si ça tient. Et donc à ce moment-là, vous voyez, avec le curseur horizontal, on va chercher les niveaux suivants. Donc le niveau suivant, c'est 75,25. Le niveau suivant qui est intéressant, qui est un petit peu double, c'est 77,96 qui est pris avec cette Kijun ici, qui est quasiment dans le prolongement ici de la SSB à 79,41. Donc sur le pétrole, tant que ce niveau de 69,28 tient, on peut envisager une hausse vers 75, puis 79, voire plus haut. Alors si j'arrive à réduire l'écran, voilà. Le niveau qu'on pourrait aller chercher, il est ici, qui est à donc...
Voilà, qui est ici, donc à 89 $. Ce n'est pas improbable. Alors ça, c'est la technique. Ça, je ne vous dis pas que ça va monter en flèche dans l'été de cette façon-là, mais les niveaux, on va aller les chercher de cette façon-là. On va balayer son écran et on va aller chercher les niveaux comme ça. Donc, à chaque niveau qu'on va casser, on va chercher 74. Si le niveau casse, on ira chercher 79. Si le niveau casse, on ira chercher 89. A contrario, si ce niveau-là ne tenait pas, si finalement cette ESSB était un peu plus récalcitrante qu'elle ne laisse le paraître, et que là, la poussée qu'on est en train de faire, ou c'est en train d'essayer de sortir, finalement, ça se retourne, on voit qu'on a un support ici qui est la Tenkan, donc qui va se trouver à 61, et si ce niveau-là casse, on ira chercher les 56. Alors pour le moment, je n'y crois pas trop, en sens où vous remarquerez que ces deux droites ont une pente haussière, elles ne sont pas à plat, donc en principe, quand ces deux droites-là gardent une pente, on reste dans le sens de la pente de ces droites. Donc là, pour le moment, ça reste haussier. Donc pour moi, le pétrole est haussier. Voilà, il y a eu une forte impulsion qui s'est produite suite à la réunion de l'OPEP, mais pour moi, ça reste haussier. Ensuite, donc au niveau des indices, alors là par contre je ne vous ai pas mis le trimestriel parce que ça ne présentait pas un grand intérêt aussi bien sur le DAX que sur le S&P. Alors l'hypothèse du DAX pour les mois prochains, alors je serais plutôt baissière, en sens où on a une schématique ici d'épaule tête épaule. Alors autant notre euro-dollar serait en train de la faire, puisque l'euro-dollar, vous voyez, il a fait ça, il aurait fait, je dis bien c'est du conditionnel, rien n'est affirmatif, aurait fait une première épaule, une deuxième épaule et pourrait faire une deuxième épaule, autant le DAX, lui, serait déjà en train de le faire. Donc l'idée sur le DAX, en mensuel, c'est de dire, on reste... On peut être baissier pour le moment. Alors c'est pas de la baisse long terme, c'est pas ce qu'on entend quelquefois sur, on peut lire sur internet, ça y est c'est fini, les marchés vendent, etc. etc. Pour le moment je ne suis pas d'accord, on est entre deux eaux. C'est très difficile justement de dire ce qui va se passer. Est-ce qu'effectivement on a bien un scénario en épaule tête épaule qui est calé par la Tenkan ici, vous voyez que la Tenkan fait résistance, elle a fait résistance le mois précédent puisqu'on a clôturé en dessous, et là à nouveau ce mois-ci, là on enfonce carrément. Vous voyez, on est retourné chercher un point haut et là, on est en train d'en repasser en dessous. Et le DAX, pour le moment, il est baissier. Donc, est-ce qu'on est en train de faire cette deuxième épaule et auquel cas, la cassure des derniers points bas nous donnerait la ligne de coup et nous validerait ça? Je ne serai pas affirmatif tant que je n'aurai pas cassé la Kijun. Je vous ai dit, la Kijun, c'est la droite qui nous donne le signal pour entrer-sortir du marché. Donc, pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on est techniquement haussier. Donc pour qu'on rentre vraiment dans ce qu'on dit le bear market, on rentre vraiment en bear market, il faudrait qu'on casse la Kijun. Maintenant, rien n'empêche effectivement d'entrer avant, de jouer ce mouvement-là, mais on sait que là, on va rentrer dans une zone plus ou moins instable, une zone un peu difficile, tant qu'on n'aura pas cassé cette Kijun. Par contre, quand on cassera cette Kijun-là, on pourra dire qu'on rentre effectivement en bear market, tout en sachant qu'on a encore le nuage à traverser. Vous voyez que le nuage est fin, donc c'est intéressant parce que ça peut quand même se casser relativement facilement, plus que si on était arrivé ici où le nuage était assez fort. Ceci étant, il faudra faire attention à la lagging span, tout dépend de la vitesse à laquelle ira le marché. Vous voyez que la lagging span va rencontrer une Kijun, elle, à 10 387. Donc, 10 387, vous voyez que si, en admettant qu'on fasse une descente régulière, et non pas un crash, ça va nous donner un support qui va se trouver ici. Donc, c'est le nuage. À voir si ce niveau-là casse. Pour moi, c'est le niveau ultime, 10-300 et 10-390, on fait en général 10-390, sachant qu'en plus, sous la Kijun, il y a des prix qui sont en renfort, il y a une Tenkan qui est en renfort, donc là, pour la lagging span, c'est un support qui est fort. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Donc si le niveau, effectivement, des 10-390 venait à céder, oui, là, on rentrerait définitivement en bear market et on partirait pour une baisse de long terme. On est sur du mensuel ici. On partirait sur une baisse de long terme. Dans l'immédiat, je pense qu'il faut se contenter d'y aller step by step, c'est-à-dire on va d'abord chercher ce niveau-là à 11 993.
On va chercher ce niveau-là qui pourrait être une ligne de coup intéressante. Je serais plus confiante sur une baisse déjà si on casse la Kijun, et à ce moment-là, là oui effectivement on pourrait jouer une baisse donc de 11 350 à vers ce niveau-là à 10 417. Là on a un beau potentiel de points quand même en mensuel, on peut jouer ça. Et là ici il faut attendre, donc soit on pense qu'effectivement ça va baisser parce que d'ici là la conjoncture économique etc font qu'on a une conviction baissière et on pourra rester dans le marché, soit on ne fait pas du tout de fondamental, et dans ce cas-là on sort sur ce niveau et on attend que ce niveau soit travaillé dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que ça rebondisse et qu'on reparte, ou qu'au contraire on enfonce. Donc voilà pour le DAX. Bon, le CAC grosso modo c'est à peu près la même chose. Ensuite j'ai pris l'indice américain, donc le SP500, parce que le SP500 lui nous donne pas du tout la même chanson, il est haussier. C'est-à-dire que effectivement mensuel pour le moment il est en train de nous construire on ne sait pas trop quoi. Il est sur une troisième bougie bleue. Alors troisième bougie bleue peut-être, c'est-à-dire celle-là on ne sait pas trop si elle est rouge ou si elle est bleue, donc c'est un petit peu indécis. Donc je vous ai dit au départ que c'était difficile de faire des pronostics sur ces marchés parce que les marchés eux-mêmes ne savaient pas trop où ils voulaient aller. Et là, on a un parfait exemple, c'est-à-dire qu'on a eu, bon voilà, on a eu une hausse qui a duré pendant très longtemps, vous êtes tous au courant, je ne vais pas vous refaire l'histoire. On est venu chercher la Tenkan, mais vous voyez que le SP est résilient, c'est-à-dire que ici, ce mois-ci là, c'est-à-dire en février, il est allé chercher la Tenkan, il l'a traversé en cours de mois, mais a clôturé au-dessus. Ici, même chose, il a clôturé dessus. Ici, il a clôturé légèrement au-dessus. Là, donc le mois dernier, il a clôturé largement au-dessus. Enfin largement bien au-dessus, je veux dire, il y a moins de doute que sur ces deux clôtures-là. Et là, pour le moment, il est au-dessus. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Hop, voilà. Non, on va écarter. Vous voyez, pour le moment, il est monté. Là, il redescend. Il est remonté. Et pour le moment, s'il clôture là, dans ces eaux-là, d'ici 4 jours, il est largement au-dessus de sa Tenkan. Donc, techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, le S&P ne donne pas de signal baissier. Ni vendeur, ni baissier. On est toujours au-dessus de la Tenkan. La Tenkan est une droite d'alerte. Et c'est le problème avec le S&P, c'est que vous voyez qu'à chaque fois, si je prends sur toute la hausse, vous voyez, à chaque fois qu'il a tenté de pénétrer la Tenkan, à chaque fois, il a rebondi. Donc, en cours de mois, on dit, oulala, ça y est, c'est baissier, alerte, etc. Mais la Kijun arrive en deuxième renfort. Vous voyez, ici, par exemple, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun. Donc là, c'était la fin d'haricot, c'était vendeur, et on allait au crash et je ne sais quoi. Et à l'arrivée, en clôture, on est revenu au-dessus. Là, même chose, on a recommencé le mois suivant et à l'arrivée, on est revenu au-dessus en clôture et c'est reparti de plus belle. Et là, on est en train de recommencer le même scénario, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il tente de passer, il tente, mais à chaque fois, ça ne conclut pas. Donc pour moi, le S&P reste haussier tant que la Tenkan tient. Alors là, c'est pareil, au niveau de la Tenkan, maintenant, comme elle est en train de remonter, puisque le calcul des 9 bougies est en train de prendre la hausse qui est ici, on va avoir deux niveaux. On a un niveau de Tenkan, le plat Tenkan qui est ici à 2642, et la Tenkan en cours qui est haussière, d'accord, elle a une pente haussière, qui est à 2700. Alors c'est 2696 exactement. Donc qui est à 2696. Donc au-dessus de 2696, ça reste haussier. Le deuxième support, il est à 2639. Donc si on voulait vendre le S&P pour aller jouer la Kijun qui est ici, il faudrait attendre de casser ce niveau-là, les 2642. Donc maintenant, ce que je vous dis là, c'est du mensuel. Donc il y a quand même beaucoup de points. Rien n'empêche de vendre sur la cassure ici pour aller chercher ce niveau-là. Et après, on revend à nouveau pour aller chercher ce niveau-là. À chaque fois, il faut ajuster pour du trading. Là, ce sont des unités longues, c'est simplement pour vous dire à peu près à quoi on peut s'attendre. Bon, le niveau qui est à surveiller sur le S&P, c'est 2696. Si ce niveau-là est enfoncé, on ira chercher ce niveau-là. Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé. Hein. On a une clôture ici, on a une ouverture ici. Ici, on a une quasi-ouverture aussi, 2640 à la louche. Si ce niveau-là casse, après, soit il y a le point bas ici, et ensuite la Kijun qui est ici. La Kijun sera le dernier rempart. Si on casse la Kijun, comme je vous l'ai dit ici sur le DAX, si on casse la Kijun, on a un signal vendeur. Donc là, effectivement, on pourra considérer que cette hausse est terminée. Tant que la Tenkan tient, on n'est pas à l'abri du tout de retourner faire un point haut, voire carrément dépasser. Pour le moment, sur les indices américains,
y compris le Nasdaq que j'ai regardé tout à l'heure, on n'a pas de signal d'inversion de tendance. On est toujours en tendance haussière. Et bien là, pour le moment, on est en correction. Alors, est-ce qu'on va faire une correction plus profonde et descendre jusqu'ici et repartir à la hausse comme ça a été fait ici? Ou alors, est-ce qu'on va enfoncer? Si on enfonce ici, effectivement, on pourra considérer que là, on rentre aussi en bear market. Donc voilà à peu près ce que je peux dire pour ces 6 actifs. Donc pour récapituler sur le S&P, donc c'est la Tenkan qu'il faut surveiller. Sur le DAX, on a une probabilité d'épaule tête-épaule avec une épaule possiblement qui est en train de se terminer et ça sera la Kijun à 11,380 qu'il va falloir regarder. Sur l'or, le double support qui existe en trimestriel, on le retrouve ici en mensuel avec les 2 plats de Kijun ici. Donc premier support 1200, 1248, deuxième support à 1210. Donc on passera baissier en dessous puisqu'il y aura sorti du nuage. Sur le pétrole, donc je reste personnellement haussière sur le pétrole tant que la SSB tient, c'est-à-dire à 69, on va faire 69 pour faire simple, 69,40, tant que les 69,40 tiennent, on est haussier sur le pétrole avec un premier objectif à 75 et un deuxième à 79. Sur le câble est baissier tant qu'il reste sous sa Kijun, à voir s'il casse ou non cette Kijun, mais tant qu'il restera sous les 1,35, il sera baissier. Et enfin l'euro-dollar, alors l'euro-dollar est dans un no man's land pour le moment. Il a tenté une baisse, pour le moment ça ne conclut pas, à surveiller. Donc est-ce que la SSB tient ou pas? Si la SSA tient, à ce moment-là, on retournera chercher la SSB au-dessus, sinon si la Kijun casse, à ce moment-là on passera baissier. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune certitude sur le marché pour le moment, tout est un peu flou parce que c'est les Américains qui mènent la danse et qu'il y a un président américain qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc c'est un petit peu délicat tout ça. Je vais regarder maintenant vos questions. Peut-on scalper avec Ishimoku? Oui, on peut scalper avec Ishimoku. Personnellement, je traite sur du 1 minute et je ne fais que de l'Ishimoku, donc il n'y a absolument aucun problème pour scalper avec Ishimoku. Quel est le rôle de la Chikou Span dans la prise de décision? Alors, comme je vous l'ai dit, la lagging span, ce que j'appelle la lagging span, nous donne les validations. Je vous ai expliqué tout à l'heure que si la lagging span ne passe pas sa Kijun, là vous voyez par exemple que les prix étaient passés à la hausse, mais la lagging span n'a pas passé son mur de prix, elle a trouvé résistance, donc les prix ne sont pas passés. Ici la lagging span valide, quand on est passé en dessous, elle était en dessous, donc elle validait la baisse, là elle est à nouveau au-dessus, donc elle valide une hausse. Pour moi, tant que donc ici les prix sont au-dessus de la SSB et la lagging span au-dessus de sa Kijun, on reste aussi. La lagging span c'est la droite de validation, c'est la droite qui va vous permettre, qui va vous empêcher, j'ai envie de dire, qui va vous, comment dire, je parle plus anglais que français, donc j'ai un petit peu de mal, qui va vous éviter les faux signaux. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le marché sur cassure de Kijun, par exemple, en disant bon, bah, c'est bon, c'est haussier, ma Kijun casse, mais si la lagging span de l'autre côté ne vous donne pas la même information, ça peut être un faux signal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir casser la Kijun avec les prix, la lagging ne valide pas de l'autre côté et les prix vont repasser en dessous de la Kijun. Donc c'est un filtre. Et notamment si pour un scalper, c'est extrêmement important. Si vous enlevez, et c'est pour ça que par exemple sur certains sites ou des formateurs ou je sais trop quoi, qui enlèvent la lagging span de leur écran, ils n'ont rien compris au fonctionnement de l'Ishimoku. C'est la droite qui vous donne le là. Si cette droite-là ne valide pas, vous ne rentrez pas dans le marché, en particulier en court terme. C'est absolument incontournable. Donc pour analyser les marchés, en général je travaille plutôt sur, je fais mes analyses de marché le week-end, donc je regarde l'hebdomadaire et après dans la semaine je vais travailler plutôt sur le daily et ensuite je zappe sur le 1 heure et le très court terme puisque je ne fais que du très court terme. Donc ça ne s'utilise sur toute unité de temps, sur tous les actifs et sur toute unité de temps. C'est-à-dire que ça marche, vous voyez, je vous ai pris 2 forex, 2 indices et 2 matières premières, donc ça marche absolument sur tout, y compris sur les crypto-monnaies. Alors je parle rapidement des crypto-monnaies parce que j'ai une question ici. Les crypto-monnaies, on ne change pas non plus les paramètres sous prétexte que les crypto-monnaies c'est 24 heures sur 24. Je veux dire, les marchés des matières premières ou les marchés
marché du Forex et le marché des actions ne fonctionnent pas sur les mêmes tranches horaires et on ne change pas les paramètres. Donc ne changez pas non plus parce que vous êtes sur du Bitcoin ou de l'Ethereum ou je ne sais pas quoi. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, j'ai fait un travail de recherche, j'ai regardé des graphiques en prenant les paramètres qui sont préconisés sur certains sites par rapport aux crypto-monnaies et comparé avec les paramètres que moi j'utilise dans mes tweets et que voilà parce que mes tweets sur les crypto-monnaies sont avec du 9,2652, mes niveaux sont atteints à la perfection, ce qui n'est pas le cas du tout avec les fameux paramètres qu'on peut trouver, je ne sais plus, il y a 10, 40, je ne me souviens plus exactement quels sont les paramètres qui sont véhiculés sur le net, mais bon, ça ne veut rien dire. Et n'oubliez pas que les professionnels, même dans les cryptos, il y a des gens qui manipulent des grosses sommes, ces gens-là, vous regardez du 9,2652, ceux qui font de l'Ishimoku. Et regardez mes tweets, vous verrez que les niveaux sont atteints à la perfection, donc ça ne sert à rien d'aller chercher autre chose. Ensuite, alors sur le dos, alors attendez, je ne suis pas très à l'aise avec cette plateforme, je vais essayer, alors c'est quoi, c'est US, ça doit être US 30 je suppose, chez ici, US 30, voilà, hop, ajouter, non, c'est pas ça, ben je sais pas, US 50, non c'est pas US 50, c'est le dos c'est US 30, hein. US 30, ajouter, voilà, US 30, on y est. Donc le dos en mensuel, bah, c'est comme le S&P tout à l'heure, hein, il navigue autour de sa Tenkan. Donc tant que la Tenkan tient, et vous voyez que là il est vraiment clairement dessus, hein, donc est-ce qu'il va clôturer comme ça, j'en sais rien, ou est-ce qu'il va remonter un peu, ou est-ce qu'il va baisser un peu d'ici dans les 4 jours qui restent, je ne sais pas, enfin pour le moment il est dessus, donc la Tenkan tient, il n'arrive pas à se sortir de ce niveau-là, donc la réflexion est la même que sur le SP500, à savoir si la Tenkan lâche, on ira chercher la Kijun, si la Tenkan tient, bah, on peut espérer retourner voir les plus hauts, voire carrément encore plus haut. Alors, que signifie un nuage fin? Eh ben, un nuage fin, c'est ça, hein, c'est du français, tout simplement, ça c'est fin, ça c'est épais. C'est-à-dire que si mes prix arrivent ici, ben, pour casser ça, c'est plus facile quand même que si je suis là en bas et que je dois traverser tout ça. La masse nuageuse n'est pas la peine. Là, vous voyez par exemple que sur l'or, il a tenté de traverser ça, mais c'est une zone d'équilibre importante, c'est-à-dire que entre le bas du nuage à 1200 et des brouettes et 1430, ben voilà, vous avez 230 points. Donc, c'est énorme à traverser. Donc il va falloir une grosse impulsion pour arriver à traverser ça. Ça veut dire que cet équilibre-là, il se situe entre ces deux niveaux-là. Donc tant qu'on est là-dedans, les prix sont à l'équilibre. Alors oui, c'est épais, ce n'est pas un niveau 1200 ou 1320 pile poil, c'est pas un niveau, c'est une zone d'équilibre. Et donc là, on est sur du long terme. Mais si vous êtes sur du 5 minutes, par exemple, quand vous allez dans cette zone-là, on ne va pas trader, parce que c'est une zone d'équilibre, c'est-à-dire c'était une zone dans laquelle les intervenants ne savent pas s'ils veulent acheter ou s'ils veulent vendre. Donc on va attendre la sortie d'un côté ou de l'autre du nuage pour savoir tout simplement dans quelle direction il va falloir cliquer. Donc en mensuel, ça sera la même chose, c'est-à-dire que là, je suis neutre. Alors évidemment, il y a des points à prendre, mais par exemple, un gestionnaire de fonds qui rentre sur de l'or, je sais pas, pour des années, eh ben, il va attendre sur son mensuel, il va attendre de sortir soit de ce côté-là, soit de ce côté-là pour savoir s'il achète ou s'il vend de l'or. Donc si vous êtes sur votre euro-dollar en 5 minutes, eh ben, vous attendrez de savoir si vous sortez là ou là, vous ne traderez pas à l'intérieur. Maintenant, quand on est sur des actifs, je ne sais pas, par exemple sur le DAX, ou même là par exemple sur le pétrole, on était en train de traverser cette zone-là, il était possible effectivement de rentrer d'acheter à ce niveau-là pour dire je vais chercher le haut du nuage. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ici sur l'euro-dollar c'est la même chose. On rentrait dans le nuage, on pouvait dire je vais aller chercher le haut du nuage ou chercher ce niveau-là parce qu'il y a des points, parce qu'on est sur du mensuel. Donc sur les unités longues on va pouvoir trader dans le nuage en allant d'un niveau à un autre, en faisant attention que la lagging valide bien et en mettant des barrières qui soient désactivantes, qui soient très, très techniques et très, très proches, hein, parce que un équilibre, ça veut dire que c'est des ajustements. Donc à tout moment, on peut repartir dans l'autre sens. Là, vous voyez, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a bien traversé le nuage, mais on est reparti dans l'autre sens. Finalement, on n'est pas sorti. Là, en traversant, on pouvait s'attendre à ce que ça sorte d'ici. Ce n'est pas sorti. On repart dans l'autre sens. Est-ce qu'on va sortir ici? Peut-être pas. On va peut-être repartir à nouveau dans ce sens-là pour finalement sortir ici. On n'en sait rien. Donc, ces zones d'équilibre-là sont
tradable sur du long terme, on peut aller d'un bout à l'autre. Quand on est en court terme et qu'on arrive sur une zone épaisse, il va falloir la traverser, donc il va falloir une grosse impulsion. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais ça veut dire simplement qu'il faut de l'impulsion. Donc il est beaucoup plus facile de traverser, par exemple, une zone comme celle-ci, plutôt que traverser une zone comme celle-ci. Voilà. Donc, quand on va avoir le marché, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si le DAX venait à effectivement faire cette épaule, tête épaule et à casser ici, là, on a du nuage fin. Ici, quand on était à ce niveau-là, bah, casser la Kijun, derrière, on rencontrait un nuage qui était très épais. Donc, c'était pas évident pour dire, ah oui, ça va baisser. Il aurait fallu un crash pour que ça baisse fortement ici. Là, ça devient plus tangible. Voilà, c'est comme ça qu'on va voir les choses. Bonjour Raphaël. Alors la LS sur la UDIZ en mensuel bute sur sa Tenkan. Ce niveau-là a-t-il autant d'importance qu'un plat de Kijun? Merci. Alors la UD-USD. Alors UD-USD, on va le mettre ici en mensuel. Alors j'ai pas le même graphique. Ah non, si, pardon, c'est la LS, autant pour moi. Donc, la LS, voilà. Donc, effectivement, la LS ici, la lagging span, donc, a atteint la Tenkan qui est ici. Hein. Quand je prends la mèche de la bougie ici, la lagging, et donc, ça a provoqué un rebond. Donc là, vous avez un exemple où c'est la lagging qui a fait stopper les prix. C'est-à-dire que mes prix, eux, ici, ils étaient bien baissiers, hein, parce qu'on avait cassé ce niveau de Kijun là. Donc les prix étaient bien baissiers à ce niveau-là, mais la lagging, elle, a rencontré un obstacle. Donc la lagging, qui représente mes prix en clôture ici, a rencontré cet obstacle. Alors, la question de Raphaël, oui, en fait, là, on a à la fois un support qui aurait pu être fort avec la Kijun, et vous voyez qu'ici d'ailleurs ça a renvoyé les prix à la hausse, mais là c'est cassé, donc c'est important. Ce niveau-là est à prendre en compte, mais ce niveau-là aussi est à prendre en compte. Et il est mortel, mais j'insiste bien sur le terme, il est mortel avec la lagging span. Autant la Tenkan avec les prix peut être traversée assez facilement, puisque c'est comme une moyenne mobile courte, donc vous savez comment on travaille une moyenne mobile courte, ça peut être traversé facilement. Autant quand la lagging span ne traverse pas une Tenkan, ça peut être très fort. Là, on a le premier prémisse où effectivement on rebondit. Ceci étant, donc c'est la UD-USD. Si on part sur un USD baissier, ce qu'on envisageait par rapport à l'euro-dollar tout à l'heure, donc si on partait sur un USD baissier, on aurait effectivement eu cette paire haussière. Vous voyez que là, je reprends l'idée du nuage tout à l'heure. Si cette paire remonte ici, elle a une Kijun à casser et un nuage très épais à négocier. Vous voyez que là, ça a tenté, ça n'est pas passé. Alors, ça n'est pas passé parce que j'avais un plat de Kijun ici. Je vais reprendre avec ça, voilà. Donc le plat de Kijun est ici, vous voyez, il a été quasiment atteint, voilà, sur la mèche de la bougie bleue qui est ici. Hein. Donc on a atteint ça et ça n'est pas passé. Donc là, on n'a pas réussi à pénétrer le nuage, donc pour le moment, la UD-USD n'est pas... Bon, là, pour le baissier, c'est clair, parce qu'on est à la fois sous la Kijun et sous le nuage, il n'y a pas tortillé, mais si d'aventure on repartait dans l'autre sens parce que la lagging a buté là-dessus, il nous a donné un signal fort comme quoi le marché n'avait plus envie de baisser, je ne serais pas franchement haussière à cause de ça, parce qu'il faut casser ça, il faut passer ça, et le nuage est extrêmement épais. Donc, je dirais que sur la UD-USD, je serais absolument très neutre. En fait, je m'attendrais plutôt à une baisse ici. Je sais que la UD est baissier, structurellement parlant. Donc là, c'est la même réflexion tout à l'heure que sur le câble, à savoir lequel des deux baisse le plus vite. Et ça va nous donner la tendance pour cette paire-là. Pour le moment, je serais plutôt baissière sur la UD-USD. Le point d'intersection lorsque le nuage change de sens a-t-il un intérêt? Alors, je suppose que vous me parlez de ce genre de choses-là. Qui s'appelle un twist. Oui, je l'ai expliqué en début d'émission, ça a un intérêt quand on arrivera dessus. Alors là, on n'en a pas pour le moment, mais enfin, on peut imaginer que, admettons que les prix repartent à la hausse ici, ça va me faire repartir cette droite-là à la hausse, donc je vais avoir un twist ici. Le twist, il nous intéresse quand on arrive dessus, pas là dans l'immédiat. Quand je suis, voilà, on va en prendre un ici par exemple.
Quand je suis ici, donc j'ai une impulsion baissière qui est forte, qui me fait donc descendre cette droite-là, qui provoque un twist. Quand je suis ici, le twist n'a pas d'intérêt. Savoir que mon nuage aussi ici passe en nuage baissier, pour me dire que la tendance est baissière, je crois que je peux m'en apercevoir toute seule que la tendance est baissière quand je vois mes prix qui baissent. Je n'ai pas besoin d'un nuage baissier ici pour me dire que ma tendance est baissière ici. Donc je vois que ma tendance baissière est ici. Le twist ici va m'intéresser, alors là c'est pas le cas ici, mais il va m'intéresser si les prix, je sais pas, admettons que les prix là aient fait une horizontale, ils sortent ici et j'ai un twist là, je peux me dire, ah attention, il y a un twist là au-dessus, si mes prix revenaient à monter, eh ben ça peut passer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un nuage qui est épais est difficile à traverser, un twist, c'est-à-dire ça, ben c'est facile à passer, donc ça peut passer ou pas passer, hein, c'est pas clear cut, hein, je veux dire, c'est pas à chaque fois qu'il y a un twist, ah, super, on va renverser la tendance, non, là en l'occurrence ça n'a pas fonctionné, les prix sont restés ici pendant un certain temps dans le nuage, ils ont cassé en dessous, et là ils sont en train de faire une horizontale, et ils tentent, voilà, ils sont allés chercher le nuage ici, ils sont pas allés chercher le nuage ici. Donc, le twist nous intéresse quand on arrive dessus, il ne nous intéresse pas avant. Là, par exemple, il y a une information qui est intéressante sur le pétrole, c'est-à-dire qu'en admettant, on imagine que bon, ça part franchement à la hausse, vous voyez qu'on va se décaler et la LS va arriver ici. Vous voyez qu'ici, c'est très fin. Donc la LS, si elle passe ça, c'est fini. Le pétrole, il est haussier et on monte à 100 $, 111, enfin, que sais-je, j'en sais rien. Mais là, je sais que, pour le moment, on en est loin, hein, c'est du mensuel. Admettons qu'on soit sur du 5 minutes, bah, j'ai ça dans l'œil, c'est-à-dire que je vois mes prix qui donnent une impulsion, elle me dit bien que, ok, ça reste haussier, et quand plus elle va se rapprocher ici, plus la probabilité qu'elle passe va être forte, et plus donc ça va confirmer la hausse. La tendance haussière parfaite, c'est les prix au-dessus d'un nuage, la Tenkan, la Kijun au-dessus, et la LS qui a passé aussi les nuages, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstacle. Ça, c'est la tendance haussière parfaite. Là, vous l'avez sur voilà, le dos, vous voyez, voilà, ça, c'est une tendance haussière. Vous avez un nuage haussier, une Kijun haussière, une Tenkan haussière, et la lagging span qui est haussière de partout. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. En principe, ce webinaire devrait être diffusé sur la plateforme de XTB, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'Ishimoku, je vous invite à lire mon livre. Je ne fais pas de la promotion pour mon livre pour m'enrichir, parce que je ne touche que très peu sur un livre, donc c'est pas ça qui va me nourrir. Mais par contre, vous, ça va vous aider à comprendre comment fonctionne l'Ishimoku. Il est fait de telle façon qu'il soit très pédagogique, et beaucoup de personnes que je connaisse qui me contactent sur Twitter ont appris l'Ishimoku avec mon livre et mes tweets. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, donc l'adresse c'est @KarenPeloal tout simplement, et vous verrez toutes mes analyses au quotidien, et ça vous permet de vous former, de comprendre comment tout ceci fonctionne. Alors le nom du livre, ça s'appelle Le Trading avec Ishimoku. Alors je ne sais pas, parce que j'ai une slide qui le montre, mais je ne sais pas comment on fait pour revenir sur la slide. Bon, je vous le dis, ça sera marqué en fin de présentation quand vous revisualiserez la vidéo. Ça s'appelle Le Trading avec Ishimoku. C'est la deuxième édition, celle qui est parue en novembre 2015. Technique approfondie pour un trading gagnant sans stress. Voilà, c'est bon. On m'a aidé rapidement à vous montrer la slide. Donc voilà, le titre du livre c'est celui-ci, donc qui est disponible sur Amazon et sur Fnac, hein, tout bêtement, et mon adresse Twitter est ici, et donc je réponds aux questions techniques en messagerie privée ou même en public, mais enfin en messagerie privée ça permet d'en écrire plus qu'en public. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a plu, et je vous remercie pour votre attention.